On a déjà eu des parents, on a déjà eu des élèves qui ont parlé de leur expérience, de leurs doutes, de leurs conseils et de leurs erreurs. Aujourd'hui, avec moi, une invitée assez particulière qui va essayer de décortiquer tout cela et peut-être leur offrir des solutions. Pas des solutions miracles, mais des petits tips, des petites astuces pour aider ses parents, ses adolescents à mieux se comprendre, à mieux se retrouver. On dit ça, on dit rien. Bonjour Lilia, Bonjour Mariam, ça va, tu vas bien? très bien. Alors, je suis contente de t'accueillir. Moi de même, je Vraiment suis très contente d'être contente, là. j'avais hâte. Et les parents et les abonnés, les enfants n'attendaient que ça. Eh ben, Alors, donc coach certifié en ouais, parentalité, tout à fait. c'est bien ça. Oui, je suis master coach, c'est-à-dire je forme les futurs coachs parentaux et les professionnels de l'enfance qui cherchent à se reconvertir dans l'accompagnement. Très bien. Oui, et tu es aussi coach en éducation positive, Tout à fait. ce dont on entend parler aujourd'hui un peu partout. Ouais, c'est devenu très galvaudé, mais on y reviendra peut-être. Oui, tout à fait. Je pense qu'avec cette nouvelle génération, on a besoin d'une nouvelle éducation. Tout à fait, oui, Ouais. absolument. On va essayer de décortiquer tout cela Yallah. avec plusieurs rubriques. Ok. Alors, première rubrique, poser le cadre. Ouais. Alors, je vais te poser juste des petites questions un peu générales. Ok. Tu pourrais un peu m'expliquer ou me donner peut-être un semblant de réponse Ok. ou des prémices. Très bien. Selon toi, quelle est l'erreur la plus fréquente des parents d'ados aujourd'hui? Alors, tout d'abord, enfin, moi-même, je suis maman d'ado et comme toutes les mamans, tous les parents ont fait pas mal d'erreurs. Et je pense que l'erreur numéro un, c'est de vouloir rapidement conseiller, donner des leçons, orienter, guider, sans écouter avant. Donc, on a tendance à aller rapidement. D'ailleurs, on pose souvent la question à des ados, qu'est-ce qui fait que quand vous avez des difficultés, vous n'en parlez pas à vos parents, à vos proches? Ils disent parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils vont conseiller, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Donc, il y a toujours cette perception qu'on ne les comprend pas assez. Et donc, du coup, je pense que la première erreur qu'on fait, c'est de vouloir rapidement moraliser, critiquer. Tu n'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas comme ça. Et les ados, ils ont d'abord besoin d'être écoutés, parce que c'est comme ça d'une certaine manière, qu'ils vont construire leur personnalité. Ils vont prendre confiance en eux en ayant conscience que leurs mots ont de la valeur. Et après viendra la redirection et la guidance. Mais écoutez d'abord. Très bien. À quel moment un parent doit-il s'inquiéter et à quel moment il pourrait lâcher prise? C'est une très bonne question. Alors, à quel moment il devrait s'inquiéter? Je pense que quand il y a des changements assez rapides dans la relation. Parce que si j'ai depuis que mon enfant était très jeune et jusqu'à l'âge de l'adolescence, j'avais pas l'habitude d'avoir une relation très proche de lui, que ça continue. À la limite, bon, c'est assez navrant, désolant, mais ça ne doit pas être inquiétant parce que c'est une continuité de la relation. Mais quand on a des changements assez brutaux et des formes d'isolement social, pas que familial, mais social aussi, il y a des choses qui devraient nous interpeller. À quel moment devrait lâcher prise? Ça dépend en fait. Ça dépend parce que ça dépend du tempérament du parent, ça dépend du tempérament de l'ado, ça dépend de ce qui est vraiment important pour nous. Tu vois, c'est dans une famille, on va pas lâcher sur les mêmes choses. Tu vois, parce que chaque famille a ses principes, chaque famille a ses valeurs. Chaque famille a son mode de fonctionnement. On est différents dans les familles. Et donc, du coup, moi, je peux lâcher prise sur peut-être les devoirs. Un autre parent va lâcher prise sur l'ordre dans la maison. Un autre parent va lâcher prise sur la qualité de l'alimentation. Et donc là, ça renvoie un peu à nos convictions personnelles et à nos valeurs. Je comprends tout à fait. Et là, je pense que les élèves qui me connaissent et qui me suivent, j'ai par exemple, moi, une sorte de non lâcher prise. J'ai une interdiction en classe. Et je pense qu'être la seule prof à le faire, c'est j'interdis les pantalons pyjama. J'ai horreur de ça. Ouais. Ça peut être un jogging, ok.
Mais Le pantalon pyjama avec les crocs. ouais, Non, mais reste à la maison, quoi. ouais. J'ai horreur de ça. Et donc, je pense que là, moi, je lâche pas Tout prise. à fait. Mais c'est différent d'autres personnes. Exact, exact. Et c'est très important d'expliciter et d'expliquer pourquoi. C'est-à-dire, toute règle, si on ne comprend pas le sens derrière cette règle-là, ben, elle va jamais être, on va jamais y adhérer. Donc, quelles que soient nos limites et nos cadres et nos règles à la maison, il faut bien l'expliquer, dire ça, c'est une ligne rouge. Chez moi, par exemple, dans ma maison, la ligne rouge, c'est la violence. Et la violence, c'est la moquerie, c'est ignorer ta petite sœur quand elle t'appelle. C'est toute forme. C'est vraiment là où la maman dragon, chez moi, elle sort. Pour d'autres, ça peut être aussi les devoirs, ça peut être aussi le temps qui passe sur les écrans. Donc voilà, tu vois, voilà, chacun doit identifier quels sont ses triggers. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut être, et ça c'est important, parce que on en a parlé avec les parents que j'ai déjà reçus, est-ce qu'on peut être un bon parent et se tromper? Bah oui. Alors, je dirais même, je dirais même au-delà de ça, c'est on doit se tromper. On doit se tromper parce que ça conforte l'idée que dans la vie n'est pas parfaite. Dans la vie, on fait des erreurs et on peut les réparer. Et ça, c'est un excellent modèle de réparation, même avec nos enfants. Tu vois, quand je fais un acte déplacé ou que je me trompe et après je regrette, ok, je peux par moment culpabiliser, mais cette culpabilité, elle va m'amener vers mon enfant pour réparer. Et c'est là où, en fait, je vais dire à mon enfant, tu sais, tout à l'heure, voilà ce qui s'est passé, j'ai crié, tu as dû être vexé, stressé, je m'excuse, j'aurais dû te parler plus calmement. Et là, ça montre en fait un humain. Et c'est ça, en fait, la beauté de la relation, parce que ça, quelque part, on va rompre un lien et le rétablir, rompre un lien et le rétablir, et en fait, petit à petit, cette relation va devenir plus solide. Et puis, je pense que le parent parfait, il n'existe pas. Il n'est pas bon pour l'enfant. On est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Alors, que faire quand un ado va mal, mais qu'il refuse d'en parler? Ah oui, alors... Ça, c'est une situation pour les parents et nous, professeurs aussi. ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand un ado va mal et qu'il refuse d'en parler, insister pour qu'il en parle, ça va pas l'aider. Et je pense qu'au contraire, ça va le repousser dans ses retranchements. Le plus important, c'est que l'ado parle. Pas nécessairement à nous, mais qu'il trouve en fait dans son environnement proche une autre figure de sécurité, un tuteur de sécurité auprès de qui il se sent en confiance. Ça peut être un pote, ça peut être la maman de son pote, il faut vraiment, ça peut être un prof, ça peut être un prof de sport, ça peut être un coach. En fait, et là, c'est l'ego du parent qui doit être mis de côté. Le parent ne doit pas se sentir négligé, il ne doit pas ressentir cette jalousie parce que le plus important, c'est quoi? C'est que mon enfant ait une figure sécurisante. C'est pas moi, parce que ça fait partie de l'évolution de la personnalité de l'ado, mais qu'il ait une autre personne ressource. Et donc là, il faut aller chercher dans l'environnement de l'enfant proche quels sont ses amis, à qui peut-il s'adresser, et voilà, et l'encourager vers ça. Est-ce qu'un parent peut être toxique malgré lui, Oui, oui, sans le vouloir? oui. Alors, à cet âge-là, la toxicité, je pense elle peut venir principalement d'un parent hyper envahissant. Dans le sens, évidemment, il y a une autre forme de toxicité qui est plus vicieuse, mais partant d'une bonne intention, un parent peut être toxique en fait freinant l'autonomie de l'enfant, en freinant la liberté de l'enfant, de l'ado en fait, en l'occurrence. Et donc, du coup, vouloir tout savoir, chercher en permanence derrière lui, être dans l'hyper-contrôle, ça c'est toxique pour le bon développement de l'ado. Parce que l'adolescence, par essence, si d'ailleurs on revoit un peu l'évolution de l'espèce humaine, l'adolescent sortait du cocon familial pour aller faire sa vie à l'âge ado. Et donc, à cet âge-là, il devait appartenir au groupe, il devait déployer, expérimenter, explorer, découvrir le monde par lui-même. Et ça n'a pas évolué dans les gènes de l'humanité. À l'adolescence, il y a toujours cet instinct d'aller découvrir, explorer, aller vers les autres. Le groupe social devient plus important que la famille parce que je dois compter sur moi-même. Et si j'ai un parent qui m'empêche et qui s'immisce trop dans ma vie, ça peut être perçu comme toxique. Et là, c'est vraiment, on touche à un sujet crucial en termes d'éducation. C'est à quel point je vais pousser mon enfant, l'encourager à explorer, à quel point je vais le protéger
des dangers de la vie. C'est vraiment cet équilibre très subtil. Il faut pousser, il faut que l'enfant soit confronté à une adversité et en même temps protégé quand c'est nécessaire. Mhm. Et le deuxième type de toxicité, peu vicieuse. C'est en fait toutes les formes de chantage émotionnel, de chantage affectif. Si tu fais ça, tu mérites pas mon amour. Voilà, j'aurais aimé avoir un enfant plus responsable que toi. C'est pas à ça que j'aspirais. Voilà. Regarde X, comment exact, il la fait. comparaison, voilà. Voilà, donc ça, ça peut être aussi, ça peut partir d'une bonne intention. Ça part d'une bonne intention, Marie. En vérité, tous les parents et tous les enfants ont une bonne intention. Après, c'est la maladresse, des fois, la méconnaissance des habitudes, des injonctions qu'on a eues, font on dévie un peu du droit chemin. Exactement, c'est ce que disait une de mes invitées, c'est que parfois on a le background et certains parents, en fait, soit ils font le même schéma, la même éducation, ils prennent le même chemin que les parents à l'époque, soit ils se disent « Ah non, hors de question, je veux faire tout le contraire ». Et là, on tombe dans l'autre extrême. Et le parent se retrouve un peu mitigé parce qu'il ne retrouve pas véritablement une éducation qui convienne à cet ado qui est totalement différent de nous à l'époque. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et même nous, ados, on était perçus comme extrêmement différents pour nos parents de leur propre période. Donc, en fait, il y a toujours ce gap générationnel. Ouais. Voilà, en fait, il y a une citation de Socrate qui date de plus de 3000 ans, quoi. Et qui, en gros, j'ai pas la citation en tête, mais qui dit, en fait, les jeunes d'aujourd'hui sont impolis, se croient tout permis, etc. Mais en réalité, c'est une perception. Parce que oui, non, mais je suis d'accord. Et ça me choque parce que c'est ce qu'on disait de nous. Et là, je me rends compte, c'est ce qu'on dit d'eux aujourd'hui. C'est ça. Et c'est ce qu'ils vont dire de leurs enfants aussi. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'un ado attend vraiment de ses parents, sans oser le dire? Qu'est-ce qu'il attend? Un adolescent, avec tous les changements hormonaux, physiques, etc., et toute l'expérience qu'il veut du monde, comme tu l'as expliqué, qu'est-ce qu'il attend vraiment de ses parents? Alors, je pense qu'un ado, il attend à la fois une confiance et une sécurité. C'est-à-dire une confiance, la confiance du parent envers ses capacités. Et donc, pour laisser l'ado aller explorer, prendre des risques, aller vers les autres, faire comme les autres. Et en même temps, et c'est ça, en fait, ça revient à cet équilibre, le sentiment d'être en sécurité quand il y a des problèmes. Et je pense qu'on a bien réussi cette phase de l'adolescence quand notre enfant, en cas de vraies difficultés, de problèmes, il revient vers nous pour trouver de l'assistance, du soutien, de l'écoute. Et ça montre qu'en fait, tu vois, l'enfant, quand il est tout petit, il s'attache à nous. La maison, le foyer, c'est un peu sa base de sécurité. Et puis à l'adolescence, il se détache. Et s'il est bien attaché de manière sécure, il va se détacher de manière sécure, mais au moment où il vivra une difficulté particulière, il va revenir à la base pour trouver du réconfort. Et là, on a vraiment joué notre rôle de vivier de sécurité, mais tout en le laissant explorer. Mais il y a toujours des yeux qui suivent et qu'une oreille qui écoute. Très bien, merci. Alors, on va passer à la rubrique suivante. Décryptage des comportements. Okay. Alors, avec un buzzer, je vais te proposer, moi, quelques signes que montre un ado. Okay. Et si ce comportement doit alerter les parents, okay. Tu buzzes. Okay. Si par contre c'est un ado juste stressé ou en difficulté, en fait c'est des signes, on va dire, normaux, anodins d'un ado typique d'aujourd'hui, bah tu buzzes pas. Ok, très bien. C'est parti. Alors, première situation, il reste dans sa chambre toute la journée et refuse les repas de famille. Non, c'est encore une fois, si c'est pas un changement qui est arrivé du jour au lendemain, brutal, ça doit pas inquiéter. Ça fait partie de la vie de l'ado, centré sur lui, égocentré un peu. Donc ça doit pas inquiéter. Ça alerte. Même si c'est frustrant. Oui, pour les parents surtout. Oui, j'imagine.
Il devient irritable ou agressif, en fait, envers les parents, pardon, et ses frères ou sœurs. Alors, parce que de toutes les manières, la violence et l'agressivité, c'est des comportements qui sont venus d'une émotion qui est la colère. Et la colère, elle est saine, mais c'est les comportements qui sont pas sains. Donc, j'ai envie de dire que quel que soit l'âge, indépendamment de la phase de l'adolescence, même si tu ressens de la colère, tu as le droit de ressentir de la colère, mais il y a des comportements adéquats ou inadéquats. Donc, ces comportements-là, il faut les corriger. Ça doit nous alerter pour orienter l'ado vers une meilleure manière d'exprimer, de prendre un temps de pause quand il se sent en effervescence et de revenir calmer le jeu et trouver une solution dans le calme. D'accord. Il abandonne ses activités habituelles ou rencontre des difficultés scolaires. Alors, encore une fois, il abandonne, ça sous-entend qu'il les faisait. Oui. Et donc, c'est parmi des signes qui pourraient nous alerter, voilà, les changements dans la vie sociale, dans le comportement, etc. Et donc, ça peut si c'est accompagné d'autres symptômes, mais c'est un signe qui peut nous alerter. Mhm. Il a des troubles du sommeil ou de l'appétit. Du sommeil, c'est normal chez les ados, hein, parce que les ados, il faut savoir que la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone qu'on appelle l'hormone du sommeil en gros, mais c'est une hormone qui est sécrétée plus tardivement, et donc du coup c'est pour ça que les ados, leur cycle de sommeil il est retardé, et donc du coup ils veillent et ils ont envie de se réveiller plus tard. Donc non, et l'alimentation non plus, parce qu'en fait ça fait partie des changements. Tant que c'est pas encore une fois subi et soudain, ça ne doit pas nous alerter. Alors, l'ado procrastine et remet toujours ses devoirs au dernier moment, même pour les matières qu'il aime. Non, ça fait partie du processus. L'adolescence, par définition, c'est une période où on est centré sur le plaisir immédiat, sur ce qui nous amuse, ce qui nous fait plaisir. Et ça, c'est même cérébral. Et notre cerveau, à l'adolescence, il est en recherche permanente de la dopamine, cette hormone qui nous donne de la satisfaction immédiate. Et donc, du coup, tout ce qui va être notion d'effort, de discipline, etc., la flemme. C'est ça, Flemme. c'est tout à fait ce mot-là, flemme. Même moi, je l'ai appris. Ouais. Il passe beaucoup de temps sur les écrans. Alors, waouh. Encore une fois, les écrans, c'est une vie sociale. Et les ados, par définition, leur groupe social, c'est les amis, c'est les copains. Et l'exclusion, elle est, par définition, synonyme de mort. Hein, quand on revoit un peu l'évolution de l'espèce humaine, un ado qui sort de la maison et qui est isolé du groupe, bah, il a plus de chances de mourir. Et donc, c'est une survie sociale que d'appartenir au groupe. Aujourd'hui, avant, à mon époque, ce besoin d'appartenance était comblé par des activités parascolaires, par des clubs, par des associations, etc. Aujourd'hui, bah, on a la vie sociale entre les mains. Les groupes WhatsApp, être au courant de ce qui se passe, cette fameuse FOMO. Et en fait, donc du coup, c'est normal qu'il passe beaucoup de temps sur son téléphone. Et en même temps, il faut mettre un cadre. Il faut mettre un cadre, il faut se mettre d'accord sur un temps d'utilisation, il faut mettre en place des temps dans la journée où les écrans sont interdits, pour tout le monde, parents compris. Et donc, on fait des moments digi-détox où, allez, 15-20 minutes. Et moi, je suis partante plutôt sur le fait de faire les 15-20 minutes et puis on reprend nos téléphones et on refait une heure après, 15-20 minutes. Et en fait, on fait des moments, des micro-moments dans la journée quand on est ensemble sans téléphone. Très bien, merci. Alors, on passe à la rubrique suivante. Quiz parentalité. Donc là, ça va être du vrai ou faux. Okay. C'est des stéréotypes qu'on entend, c'est des affirmations. Et donc, tu vas me dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Les ados doivent réviser seuls pour devenir autonomes. Faux. Ouais. Faux. Ils doivent réviser seuls pour devenir autonomes. Non, pas nécessairement. Ils peuvent réviser avec des copains, des amis. Et puis pas nécessairement avec... Encore une fois, alors, pour être clair,
En fait, il faut être à l'écoute des besoins de l'enfant. C'est-à-dire un parent qui vient s'imposer pour aider son enfant à faire ses devoirs alors que l'enfant n'a même pas exprimé un besoin, ça, c'est être envahissant. Ça ne permet pas de créer une relation sécurisante. C'est qu'en fait, il faudrait que l'enfant puisse exprimer un besoin de soutien, une difficulté. Il dit là, j'en peux plus, ou je n'y arrive pas, j'ai des difficultés. Et c'est là où le parent dit en quoi je peux t'aider? Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu as besoin d'assistance? Est-ce que tu as besoin d'un soutien? Ça peut ne pas être apporté par le parent. Et donc, du coup, être vraiment le déclencheur de la réponse du parent, c'est l'enfant. Et pas nos propres peurs ou nos propres inquiétudes. Ouais. Si un ado ment sur ses devoirs, c'est forcément un problème de discipline. Non. C'est-à-dire, Ça veut dire, aujourd'hui, tous les parents rentrent à la maison. Alors, est-ce que tu as des devoirs? La majorité des collégiens, en tout cas, parce qu'on demande moins aux lycéens, mais la majorité des collégiens, non, maman, il n'y a rien. Donc, est-ce que quand il ment, est-ce que c'est un problème de discipline ou c'est juste qu'il n'a Non. pas envie, quoi? Non, c'est juste qu'il n'a pas envie, que voilà, encore une fois, on a des conflits de besoins avec nos ados et non, c'est normal, c'est une stratégie. Le mensonge, c'est une stratégie, soit pour éviter quelque chose ou parce qu'il y a une peur de quelque chose. Et donc, c'est pas inquiétant. Donc, après, il faut savoir pourquoi. Ouais. C'est toujours le pourquoi de la chose. Après avoir travaillé 8 heures, je comprends qu'un enfant ne veuille pas encore en Tout à fait. rajouter une ou deux. Hein. Tout à fait. Les crises de colère sont toujours de la provocation. Non, c'est pas de la provocation. C'est en fait, d'abord, elles sont intenses à cet âge-là parce que le cerveau est en pleine reconstruction, reconfiguration. On a peut-être eu une enfance assez docile où l'enfant était capable de gérer et de calmer un peu, de se calmer, de se maîtriser. Et puis à l'adolescence, on découvre un ado complètement très impulsif. Et ça, c'est assez normal. Encore une fois, notre rôle, c'est d'apprendre à l'ado quand parler plutôt que quoi dire. Et des fois, quand on sent que la tension monte, on dit attention, là, la tension monte, tu n'es pas capable, je ne suis pas capable de t'écouter, tu n'es pas capable de t'exprimer calmement. On va prendre un temps de pause et on revient à la charge tout à l'heure. Et donc là, de cette manière, on explique à l'ado qu'en fait, quand il est dans cet état-là, on doit prendre un temps de pause. Et puis, on ne tombe pas dans les stratégies malsaines parce que provocation, c'est quand l'ado crie, il crise. Et puis le parent, pour calmer le jeu, il cède. Donc là, forcément, ça devient une stratégie qui marche. Bien sûr. Si un ado refuse de parler de sa journée, il a toujours rien à dire. En général, est-ce que ça fait, par exemple, il y a beaucoup de parents rentrant à la maison, voilà, dans la voiture, ils demandent à leurs enfants, alors, c'est ta journée. En général, au primaire, les petits-enfants racontent leur journée. Voilà, la maîtresse nous a fait ceci, cela. Ouais. Un adolescent, à partir du collège vers le lycée, il est plutôt soit sur son téléphone, Dans son monde. soit dans sa bulle. Exactement, dans sa bulle. Et là, le parent, toujours avec ses mêmes habitudes, il lui dit alors, ta journée. Bon, rien. Et donc, du coup, ah non, mais raconte. Rien. Mais raconte. Exactement. Et ça Non. se transforme en une dispute alors qu'on n'est même pas arrivé à la maison. Tout à fait. Et donc, ça revient un peu au fait que il doit lâcher prise, il doit faire confiance. S'il a envie de parler, il parlera. Le jour où il aura un problème, il viendra me le dire. Et des fois, les enfants, ils parlent pas à ce moment-là, mais une fois qu'ils seront rentrés, ils auront passé un petit temps sur leur téléphone ou mangé quelque chose, et puis ils viennent raconter un truc. Et voilà, être dans cette ouverture-là et lâcher le contrôle. Parce que plus on va vouloir contrôler quand nous dire, quand parler, quand faire les choses, plus en fait, on va avoir de la résistance. Donc, c'est pas inquiétant. Et le plus important, c'est que l'enfant, dans la vie, dans le quotidien familial, il parle, il discute. Pas quand nous, on veut, mais quand lui, il a envie. Mais c'est frustrant parfois aux parents qui se disent qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Où est parti mon petit bébé, comme le disent certaines mamans? Ça veut dire que du jour au lendemain, il se referme, du jour au lendemain, il n'a plus rien à dire et pourtant il a passé 8 heures au collège ou au lycée. Et c'est frustrant pour eux. Donc leur manière d'insister, c'est juste pour savoir tout simplement comment s'est passée leur journée. Oui, je l'entends parfaitement bien. Après, il y a une différence entre vouloir que l'enfant parle tout de suite
et en fait, attendre que l'enfant veuille parler. Parce que des fois, il ne parle pas le jour même, il parle un peu, on l'entend parler à son frère ou à sa petite sœur ou à son papa d'une autre anecdote qui s'est passée. Donc là, c'est bon, c'est que l'enfant, il vit des choses, il vit des expériences, il les vit bien, il est capable de les partager. Mais enfin, encore une fois, c'est notre ego qui vient de dire, mais pourquoi il ne parle pas là, maintenant, tout de suite? J'ai envie de savoir, je veux le savoir. Et bien là, ça cache en fait des envies un peu de contrôle. Parce que, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, accepter que l'enfant, à cet âge-là particulièrement, il a besoin de son monde, de son rythme, et que plus on va forcer, plus en fait on va créer de la résistance, et en tout cas, il y aura moins d'authenticité. Oui, ça va, ouais, ça s'est bien passé. Est-ce qu'on a vraiment envie d'entendre ça, ou on a envie d'entendre un ado qui vient nous dire, mais tu sais, maman, hier, la prof, elle nous a dit ça, et avec ma copine Shaima, on a travaillé en groupe. Voilà, on a envie de voir en fait des échanges authentiques et spontanés. Tout à fait. Et si un adolescent dort beaucoup, est-ce que c'est de la paresse? Non, parce que dort beaucoup. Encore une fois, il y a, l'adolescence, hein, c'est tout un bouleversement hormonal. Et puis, encore une fois, avec cette mélatonine qui se sécrétait plus tardivement, donc le cycle de sommeil est retardé. Et donc, du coup, voilà, donc déjà, les réveils sont plus difficiles, l'endormissement est plus difficile, il a envie de récupérer dans la journée. Et donc, non. Après, encore une fois, il faut mettre en place certaines règles. Par exemple, interdire les écrans au moins 2 heures avant d'aller au lit. Voilà, avant de dormir. Et donc, du coup, on va couper Internet. Tout le monde va laisser son téléphone de côté. Parce que, effectivement, dormir avec un téléphone sous la tête, ça, c'est pas confortable ni pour le cerveau, ni pour notre qualité de sommeil. Et en fait, notre cerveau, moi, je fais ça avec des enfants aussi. Je leur demande, comme des quiz comme ça, et je leur demande, est-ce que c'est bon ou pas pour ton cerveau? Ils savent que non. Bah oui, ils savent. Et donc déjà, il faut leur expliquer, mais savoir, encore une fois, à l'adolescence, c'est pas faire. Il y a toute Tout une à fait. différence. Mais en même temps, il faut beaucoup sensibiliser sur le fait que voilà, ce qui va se passer quand l'impact de la lumière bleue, des réseaux sociaux, des commentaires par-ci, par-là, juste avant d'aller dans ton cycle de sommeil, c'est pas forcément la meilleure chose que tu donnes à manger à ton cerveau. Tout à fait. Dernière situation, est-ce que les conflits fréquents entre frères et sœurs sont toujours signes d'un mauvais parent? Non. Ouais. Déjà, les conflits entre frères et sœurs, c'est c'est le quotidien. Et puis non, ça ne veut rien dire. Encore une fois, on se dissocie de notre. Enfin, si mon enfant vit des difficultés, c'est pas moi la fautive. Je ne suis pas mon enfant. Mon rôle, c'est de l'accompagner et de faire en sorte qu'il développe en lui des ressources et des forces pour vivre ces épreuves difficiles. Mais ça ne doit pas me remettre en permanence en question. Très bien, merci. Merci. Alors, rubrique suivante, donc débrief parents-ados. Là, c'est des situations concrètes. Oui. Et très fréquentes chez les parents et chez les ados. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? D'accord. L'ado ne quitte jamais donc son téléphone, même pendant les repas et les devoirs. Alors, la semaine dernière, j'ai une élève qui disait que moi, je révise avec une série à côté. Et là, je lui ai dit, explique-moi ça. Donc, je sais qu'ils sont multitâches, mais comment tu arrives, ton cerveau, comment il arrive à absorber les informations de la série? Tu dois suivre une série, c'est écouter, c'est savoir ce qui se passe quand même. Tout à fait. Et absorber les informations de la révision. Alors, notre cerveau, c'est un neuromythe. Il n'est pas multitâche. C'est-à-dire qu'on peut faire deux choses en même temps, mais en termes d'efficacité, il perd beaucoup en efficacité et en capacité de mémorisation. Donc, en fait, on se trompe en disant que oui, moi, je peux faire les deux choses en même temps, regarder la télé et faire ma série de maths. Et donc, non. Ça, c'est pour... Donc oui, le fait qu'il ne quitte jamais son téléphone, qu'il soit vraiment addict à cette... moi, je dis, c'est le 6e doigt de la main pour les adolescents aujourd'hui. Oui, tout à fait. Écoute, en fait, de toutes les manières, moi, je pars du principe qu'on ne peut jamais forcer un humain, encore a fortiori un ado, qui à cet âge, parmi les spécificités, parce qu'il y a beaucoup de spécificités à l'adolescence, l'adolescence, c'est une opposition à toute forme d'autorité.
quand tu exerces une autorité, un rapport de force sur moi, je vais me rebeller, je vais rendre l'appareil. Ça peut être sur toi, comme sur le petit frère, comme sur le copain, comme sur la prof. Et donc, il y a en fait cette envie enfin, il faudrait qu'on arrive à sortir du rapport de force. Et donc, en gros, pour tous ces accords-là, pour fluidifier le quotidien, pour les devoirs, pour les écrans, pour les sorties, pour l'argent de poche, de dire, écoute, il faut qu'on trouve un rapport gagnant-gagnant. Si tu restes à jouer à ton téléphone H24 et sans aucune règle, bah, là, toi, tu gagnes et moi, je perds. Si en même temps, je te retire ton téléphone, moi, je gagne et toi, tu perds. Ce qui m'arrangerait, moi, c'est qu'on trouve une stratégie gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel pas, toi, tu peux faire? Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on trouve un accord commun ensemble? C'est une co-construction d'un pacte, d'un accord. Il faut l'impliquer. Quand on vit un problème avec un ado, il faut impliquer l'ado dans la solution. Et donc là, pour les devoirs, écoute, là, si tu fais les devoirs comme ça, tu gagnes, moi, je perds. Si je te retire ton téléphone et moi, je gagne, toi, tu perds, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'il pourrait écouter de la musique, c'est moins distrayant. Peut-être qu'il pourrait faire des temps de travail et puis des temps de série. Peut-être qu'il pourrait en fait finir ses devoirs et regarder 2 épisodes. Bon, je sais pas. C'est très particulier et spécifique aux parents et à son enfant. Mais trouver en fait un accord gagnant-gagnant. Très bien. Mon ado panique avant un contrôle ou un examen Mhm, et il n'arrête pas de dire qu'il est nul alors que je l'ai vu réviser, alors qu'il a révisé. mhm. Ouais. Alors le stress, ça, ouais, ça arrive. Après, après, on peut pas empêcher un enfant de stresser, surtout le jour de l'examen. Tout ça, ça se travaille de manière en amont, de manière très régulière, comment gérer le stress, etc. Mais à la limite, pendant préparation, en fait, juste avant l'examen, de dire à son ado, écoute, on va évaluer tes efforts. Est-ce que tu as l'impression que tu as fait les efforts nécessaires? Ok, ça, c'est ce qui me convient. Le reste, c'est un examen. Bon, tu peux rater, tu peux réussir, mais au moins, ce qui nous importe à ce stade-là, c'est que tu as fait les efforts nécessaires pour bien préparer. Et donc, du coup, on va pas pouvoir supprimer le stress tout de On est suite, bien d'accord. mais en tout cas, donner ce petit punch d'assurance. Mhm. Mon ado refuse de participer aux tâches ménagères et en général, il répond d'une manière agressive, entre guillemets. Mais en tout cas, Hmm. il refuse. Ok, il refuse. Encore une fois, si je lui demande là tout de suite, allez, va ranger ta chambre, ok, bien sûr. Mais alors là, je peux imaginer 2 manières de faire. Je peux lui dire, écoute chérie, là, ta chambre, elle est pas rangée. À quel moment, quand est-ce que tu vas aller la ranger? Bon, je peux lui donner un choix. Ou alors, et je trouve que c'est encore plus efficace, de mettre en place un petit pacte à la maison. Et de se dire, en fait, dans la maison, il y a des responsabilités. Toi, tu es responsable, par exemple, aujourd'hui de la cuisine. Moi, je suis responsable des chambres. Toi, tu es responsable des chambres. Moi, je suis responsable, par exemple, de... Et on se donne des responsabilités mutuelles. Même s'il n'a pas envie de faire des choses pour lui, je peux ranger sa chambre, mais à condition que toi, tu ranges la mienne. Et donc, on se fait des partages. Mais il faudrait qu'il... Dans un... Et ça, c'est quelque chose que moi, j'avais fait. Et je pense que ça peut très bien aussi fonctionner à un âge d'ado. C'est-à-dire qu'on prend 20 minutes 25 minutes dans notre soirée où on fait en fait un temps de rangement. Tout le monde range, maman, papa, les frères et les sœurs, tout le monde range pendant 20 minutes et c'est un temps qu'on va décider, qu'on va fixer ensemble, mais c'est un temps où tout le monde va ranger. Et là, c'est... Tu sais, les ados, c'est des diesels. Ouais, ouais. Donc, mais il faut pousser un tout petit peu parce que s'ils ne rangent pas, tu n'as pas envie, tu ne ranges pas, ok. Bah, finalement, ça montre que cette stratégie, elle marche. Alors que nous, notre rôle, c'est de pousser et voilà, on met en place un accord. Il y a une vidéo sur les réseaux, c'est une maman elle est un peu drôle, je sais pas, est-ce qu'ils l'ont fait comme un gag ou ça se fait vraiment, mais une maman qui a envoyé un message à son fils pour lui dire je t'ai laissé 200 € Mhm. dans ta chambre, il suffit de la ranger, tu vas les retrouver. Et en fait, le garçon, vraiment, il range la chambre, nickel, quoi, et tout, et tout. Ouais, Donc après, c'est un peu du chantage, ouais. entre guillemets, mais c'est des manières un peu drôles, mais c'est des manières pour dire qu'il faut, je pense, lui donner une sorte Une de motivation. motivation, oui. Ouais. Après, je pense que il faut aussi respecter cet espace d'intimité chez les ados et leur dire, bah, écoute, à la limite, après, ça dépend aussi de la personnalité du parent. C'est ce que je disais, en fait. Chacun a ses propres critères.
et dire, tiens, écoute, ta chambre, on n'y touche pas, mais c'est important que tu contribues dans la maison. Donc, tu viens ranger autre chose, tu vas contribuer, tu vas préparer à manger, tu viens mettre la table. Ce besoin de contribution, il est fondamental. Et moi, ce que je trouve aujourd'hui dangereux, c'est que nos ados, ils ont énormément de liberté et presque pas d'obligation. Mm. Très peu. Il y a très peu, je vois très peu d'ados contribuer. Alors que quand on voit la génération de nos parents, ils travaillaient, ils contribuaient aux finances de la maison, en fait, et ça, c'est constructif. Donc, ok, tu as des libertés, mais tu as des obligations. Ça C'est se ce que passe je comme dis, ça. droit et devoir. Exact. En leur expliquant un peu, les professeurs de MC sont meilleurs que moi, prof de français, mais on revient souvent, nous aussi, prof de français, à droit et devoir. Mhm. Et je leur explique, je leur dis, vous avez des droits, Ouais. c'est ces libertés-là, Tout à fait. mais en contrepartie, il y a des devoirs Ouais. à faire. Ouais. Et là, Ouais. ils jugent encore. Ouais. Alors, mon enfant ne sort plus avec ses amis et semble s'éloigner de tout le monde. Oui, alors ça peut, s'il avait un groupe d'amis et que tout d'un coup, il s'isole, oui, ça peut être quelque chose qui nous interpelle. Donc, essayer de créer du lien, de la communication, proposer à un enfant d'en parler à une personne proche. Là, encore une fois, ça va dépendre de la relation de confiance qu'on a. Peut-être faire des plans avec d'autres enfants d'ados de nos proches et leur proposer de venir, de sortir, etc. Et observer comment ça se passe. Et c'est vrai que cet isolement-là peut cacher certaines choses. Donc il faut rester vigilant. Alors, la dernière, j'adore, mon ado ment sur ce qu'il fait à la maison ou à l'école pour éviter une punition. Oui. Et je trouve que le mensonge en tant que stratégie pour éviter la punition, c'est une stratégie qui marche. Et donc, en tant qu'ado, je pense qu'ils pourront continuer dans ça. Et le problème, c'est pas le mensonge, c'est la punition qu'on donne. Et encore une fois, voilà, les ados trouvent des stratégies pour éviter le rapport de force. Donc, moi, je ne suis pas fan des punitions telles qu'on les conçoit, mais je suis plus, propice à un système de conséquences, c'est-à-dire que ce sont des sanctions éducatives. L'enfant va apprendre quelque chose de ça, et elles ont été convenues à l'avance. Il sait très bien que s'il dépasse le temps d'écran de temps, le week-end, il n'aura pas son téléphone. Ça, c'est un accord qu'on peut se mettre. Enfin, il faut qu'on le conclue ensemble, mais si on est d'accord, il faut l'appliquer. C'est ça, en fait, être cohérent et appliquer la conséquence, sinon, ça n'aura pas de valeur. Très bien, merci. On passe à la rubrique suivante.